Chapitre 13. Le nom que l'on choisit. La nuit s'était densifiée. Une brise légère balayait l'air et le feu déclinait en consumant les dernières branches intactes. L'airain et Rarn se faisaient en face, éclairés par une lueur de plus en plus faible. L'histoire de Rarn avait duré longtemps, bien plus longtemps que les précédentes. Pour la première fois, l'airain ne l'avait presque pas interrompu. Ce qu'il venait d'entendre résistait encore à son esprit. Rarn aurait combattu dans les guerres séraphiques. Il aurait connu les incubes, les séraphins, les grands noms des récits anciens. Il n'osait pas relever les yeux vers lui. Il fixait les flammes comme si elles pouvaient remettre un peu d'ordre dans sa tête. Rarn, qui avait parlé d'une traite, but enfin quelques gorgées. L'airain, lui, demeurait muet, pris entre l'admiration, la peur et la sensation trouble de n'avoir jamais vraiment connu l'homme qu'il suivait. « J'ai parfaitement conscience que ce que je viens de te dire doit te sembler impossible. »« Mais alors, commença l'airain, vous avez 4 siècles ?» C'est à peu près cela. Un léger sourire se dessina sur la bouche de Rarn. « Je t'avoue qu'au bout d'un certain temps, on arrête de compter. Mais ce n'est pas possible. Les gens ne vivent pas aussi longtemps. Et ce que vous m'avez raconté, les guerres séraphiques, les anciens, tout ça, les vraies guerres ont eu lieu il y a bien plus longtemps que cela, et les humains n'ont pas joué un rôle si important, » répondit l'airain, dont la langue se déliait soudainement. Reprenant son sérieux, le capitaine Rarn lui répondit « Eh bien, pour ce qui est de ne pas vieillir, même si je n'en ai pas la certitude, je pense qu'on peut l'attribuer à mon statut d'hôte. J'ai entendu dire que certains hôtes avaient vécu jusqu'à 600 ans avant de passer leur fardeau à quelqu'un d'autre. Quant à mon récit, je ne vais pas essayer de te convaincre. Sache simplement que je n'ai pas d'intérêt à te mentir. C'est à toi de savoir ce que tu veux croire. » L'airain resta muet un instant. Il avait envie de croire le capitaine. Il avait envie de pouvoir faire confiance aveuglément à cet homme. Mais il ne le pouvait plus, pas complètement. Il venait de découvrir qu'il ne connaissait presque rien de cet homme. S'il disait vrai en face de lui, se tenait un être mythologique, quelqu'un de transcendantal, et cette personne lui accordait de l'importance à lui, l'airain, l'orphelin des rames. Et la pression, c'est quoi exactement? Et si vous êtes l'hôte d'une créature pareille, pourquoi fuir devant une troupe de simples bandits? Qu'est-ce qui vous empêche de tous les massacrer? Et puis, pourquoi m'avoir laissé venir avec vous si vous n'avez besoin de personne? À sa grande surprise, Rarn eut l'air presque soulagé. Cela fait beaucoup de questions pour une seule respiration, dit-il. Mais je vais tâcher de t'aider un peu. La pression, c'est ce que tu m'as vu utiliser au camp des bandits. C'est une force difficile à expliquer proprement, mais tu peux l'imaginer comme la capacité d'agir sur ce qui t'entoure sans passer par la simple force de ton corps. Il prit une brindille près de lui, la fit rouler entre ses doigts avant de poursuivre. Pour ce qui est de fuir, tu as raison sur un point. En certaines circonstances, je pourrais être un adversaire particulièrement désagréable. Mais déjà, je ne m'autorise pas à massacrer n'importe qui, parce que je le peux. Ensuite, le vrai danger n'est pas toujours celui qui te fait face. Il releva légèrement la tête vers la nuit autour d'eux. Quand j'utilise ouvertement la pression, certaines personnes peuvent me sentir. Elles ne voient pas mon visage, elles ne savent pas toujours où je suis, mais elles savent que je me suis manifesté. Ce sont elles que je fuis, pas les bandits. Et elles vous veulent quoi? Moi, répondit simplement Rarn. L'airain sentit un frisson lui courir le long du dos, malgré la chaleur du feu. Et pour moi, reprit-il, pourquoi accepter que je reste? Le capitaine eut un très léger haussement d'épaule. Je ne crois pas t'avoir dit que j'avais besoin de ton aide. J'apprécie simplement ta compagnie, l'airain. Et si la mienne peut t'apporter quelque chose, alors cela me convient. Tu es libre de rester ou de partir. Mais je serai content si tu choisis de rester. L'airain encaissa ces mots sans répondre. C'était peut-être la première fois qu'il entendait Rarn parler ainsi. Le silence revint entre eux. Puis l'airain demanda, plus bas, « La nature, tout ce qui se passe depuis 2 ans, les récoltes, les routes qui se ferment, les plantes qui gagnent partout, c'est lié à vous, non ?»
Rarn ne répondit pas tout de suite. Oui, je pense, dit-il finalement. Le monde avait connu le même dérèglement après le sacrifice de Manra. L'équilibre du monde est ténu. Si tu dérègles une force, le monde ne reste pas tranquille. La terre, les bêtes, les plantes, tout cela réagit. Alors c'est pour ça que tout devient fou? C'est une partie de la réponse. Et pourquoi maintenant plus qu'avant? Cette fois, Rarn garda le silence un peu plus longtemps. Le feu s'effondra sur lui-même dans un bruit de braise. « Ça, je ne peux pas te l'affirmer avec certitude, » dit-il enfin. « Mais si je devais faire un pari, je dirais que quelqu'un, quelque part, remue des choses qui auraient dû rester calmes. Et quand on agite à grande échelle, ce qui touche à la pression, le monde entier finit par le sentir. Moi, quand je me manifeste, j'attire certains regards. Bélial, lui, ou ceux qui cherchent à le réveiller, pourraient provoquer bien pire que cela. » L'airain resta immobile. Il avait l'impression de comprendre, ou plutôt, il comprenait assez pour que le reste lui fasse peur. Rarn se leva alors. « Cela suffit pour ce soir. Nous avons encore de la route demain. Tu as déjà assez de quoi tourner en rond une bonne partie de la nuit. » Il allait partir quand l'airain releva la tête. « Attendez, si tout ça est vrai, si la pression existe vraiment, si elle agit sur le monde, cela veut dire que moi aussi j'en ai. » Rarn se tourna vers lui. « Oui. Et je ne m'en suis jamais rendu compte ?» Un sourire fatigué passa sur le visage du capitaine. « Les poules ont des ailes et volent à peine. Les chevaux pourraient tout nous piétiner et choisissent pourtant d'obéir. Posséder quelque chose n'implique pas savoir s'en servir. Je t'ai donné beaucoup à réfléchir. Repose-toi, pense à tes questions et nous reparlerons de tout cela demain. » Puis il s'éloigna vers l'ombre. L'airain dormit peu cette nuit-là. Son esprit le travailla sans relâche. Il dérivait d'une pensée à l'autre, de sa mère à Éram, de la maison brûlée aux batailles racontées par Rarn, d'Égor à Bélial, de son passé banal, à l'idée presque honteuse que sa vie pourrait finalement contenir davantage que des patrouilles inutiles et des repas trop maigres. Il se réveilla plusieurs fois, jamais en sursaut, simplement rejeté hors du sommeil par une pensée plus amère que les autres. Il était là, debout au beau milieu de la nuit. Il voyageait vers il ne savait où, apparemment poursuivi par des chasseurs mystiques. Est-ce qu'il devait croire le capitaine? Après tout, il avait bien cru la version d'Égor par le passé simplement parce que c'était celle que tout le monde autour de lui croyait. S'il n'avait pas vu ce qu'il avait vu et que Rarn ne lui avait sauvé la vie au camp de bandits, il n'aurait sans doute jamais eu une once de doute. Plus il réfléchissait, moins son esprit était cohérent. Alors, il céda à vieux réflexes. Il se leva. Ses yeux s'étaient habitués à l'obscurité. Il alla s'installer au pied d'un arbre, à quelques pas du feu presque mort. Le feuillage avait gardé la terre sèche dessous, l'assise était confortable. Autour de lui, tout était calme. Une chouette ululait au loin, le vent remuait doucement les feuilles, et pour la première fois depuis longtemps, l'airain trouva la nature apaisante. Il ferma les yeux. Cette fois, il ne méditait ni pour tenir, ni pour lutter, ni pour supporter un exercice absurde du capitaine. Il le faisait pour lui-même, pour arrêter de se débattre contre toutes ses pensées à la fois. Peu à peu, sa respiration prit le dessus. Son corps cessa de protester. Ses idées se firent moins pressées. Il sentit la fraîcheur de l'air, le contact de la terre sous lui, les bruits minuscules de la forêt, la présence plus lointaine de Rarn, tout cela sans hiérarchie, sans jugement. Lorsqu'il revint à lui, il ne possédait pas davantage de réponses. Mais il sut au moins une chose. Il avait envie d'y croire. Le lendemain matin, malgré sa courte nuit, il ne se sentait pas réellement fatigué. Son corps l'était sans doute, mais son esprit avait trouvé une forme de repos qu'il n'avait plus connue depuis longtemps. Ils prirent un petit déjeuner sommaire, rangèrent le camp, puis se remirent en route. La forêt n'était toujours pas plus clémente. Il fallait encore tailler, contourner, enjamber. Pourtant, au bout d'une bonne heure de marche, l'airain finit par rompre le silence. « Je pense que j'ai décidé de vous croire. »« Je pense » releva Rarn sans se retourner. « Oui,
J'ai déjà vu assez de choses pour savoir que votre version mérite d'être prise au sérieux. Mais si je veux cesser d'être le premier idiot venu, je ne peux plus me contenter d'avaler ce qu'on me donne parce que ça me plaît. Alors disons que j'ai décidé d'écouter votre vérité comme si elle pouvait être la bonne. Je me ferai mes convictions plus tard. Le capitaine sembla satisfait. Cela me convient. Il n'était apparemment pas décidé à en dire plus que ça. L'airain, un peu contrarié, continua donc. Quand je vous ai rejoint, je vous ai dit que je voulais devenir plus fort. Si j'ai bien compris, je ne pourrai jamais être comme vous, puisque vous êtes un hôte. Cela dépend de ce que tu entends par « être comme moi ». Bélial m'apporte probablement plus de pression qu'un homme ordinaire ne pourrait jamais en manier. Mais il m'impose aussi un prix. Et surtout, il ne remplace ni la volonté, ni la discipline, ni l'œil, ni l'instinct. Dans un combat, il existe des situations où ta lucidité pourrait valoir plus que ma puissance. Vous voulez dire que moi aussi je peux apprendre? Oui. Vraiment? Oui. L'airain resta quelques pas sans rien dire. Alors, montrez-moi. Rarn s'arrêta. Il observa les alentours, puis fit faire une légère volte à Reyna et quitta à peine le semblant de sentier qu'il suivait. Il trouva un petit espace où les arbres s'écartèrent davantage. Le soleil perçait ici plus facilement, mais cela faisait visiblement longtemps que l'endroit ne connaissait plus l'ombre complète. La terre était sèche, presque poussiéreuse, et l'herbe y poussait mal. Le capitaine fit signe à l'airain de s'asseoir. Il ramassa ensuite 2 larges feuilles vertes sur un buisson voisin et revint s'installer face à lui. « Je pourrais essayer de te raconter encore beaucoup de choses, dit-il, mais cela ne t'aiderait pas beaucoup aujourd'hui. Ce qu'il te faut, c'est un exercice pratique. » Il posa l'une des feuilles sur sa paume tatouée et tendit l'autre à l'airain. La pression existe en toute chose, mais pas de la même manière, ni avec la même force. Les hommes en ont, les bêtes aussi, les plantes également. Même la pierre, d'une certaine façon. La différence, c'est la résistance qu'une chose oppose quand on cherche à agir sur elle. Un homme se connaît jusqu'au plus petit de ses os, jusqu'à la moindre cicatrice, jusqu'à la plus vieille de ses peurs. Il tient fortement à sa propre forme. Une feuille, elle, tient déjà beaucoup moins. L'airain regardait la sienne sans trop savoir ce qu'il était censé y voir. Pour agir sur la pression, reprit Rarn, il faut d'abord cesser de regarder les choses comme de simples formes. Il faut apprendre à les voir autrement, pas seulement leurs contours, pas seulement leur matière. Il faut les appréhender dans ce qu'elles sont profondément. La profondeur d'une feuille? Demanda l'airain avec incrédulité. Cette fois, Rarn sourit franchement. Oui. Et je suis bien conscient de ce que cette phrase peut avoir d'agaçant. Il fixa alors la feuille posée dans sa main. L'airain le vit aussitôt. D'abord un léger brunissement sur les bords. Puis, les nervures se marquèrent davantage. La matière sembla se contracter sur elle-même, et en quelques secondes à peine, la feuille se vida de sa souplesse et de sa couleur jusqu'à devenir un reste sec et mort dans la paume du capitaine. L'airain fixa la sienne avec une intensité ridicule. Rien ne se passa. « Il m'a fallu des semaines avant de seulement comprendre ce que l'on attendait de moi, » dit Rarn. « Alors ne te mets pas en tête que tu échoues déjà. Observe. C'est tout. Observe vraiment. » Il se leva. « Et quand tu te sentiras stupide au point de vouloir jeter cette feuille dans les buissons, rappelle-toi que c'est exactement ce que j'ai ressenti avant de commencer à comprendre. » Rarn s'éloigna vers le campement, laissant l'airain seul avec la feuille. À sa manière, cela voulait dire qu'il lui accordait tout le temps nécessaire pour tenter l'exercice. Il s'installa plus confortablement contre l'arbre, la feuille entre les doigts. Le vent passait agréablement sur son visage. Autour de lui, la forêt restait dense, si dense qu'on n'aurait pas deviné le camp à seulement quelques pas. Il n'y avait pas un bruit d'animal, seulement l'herbe, les fleurs basses, les feuillages qui oscillaient avec régularité. L'airain commença donc par regarder. Vraiment regarder. La nervure centrale, plus épaisse que les autres, les ramifications plus fines qui partèrent de part et d'autre, la couleur qui n'était pas un vert uniforme, mais un mélange de zones plus sombres, de contours plus clairs, de minuscules accidents qu'il n'aurait jamais remarqués auparavant.
Le revers, un peu plus pâle. La tige brunie à son extrémité, là où elle avait été arrachée. Il ferma ensuite les yeux et tenta de la revoir. Au début, ce ne fut qu'une silhouette vague, puis quelques nervures, puis une couleur sans relief. Dès qu'il essayait de tout tenir en même temps, l'ensemble lui échappait. Il rouvrit les yeux, recommença, s'obstina. Il finit par comprendre à quel point cette simple feuille était plus complexe qu'il ne l'avait cru. Et cette découverte, loin de le décourager tout à fait, éveilla chez lui une forme de colère méthodique. Très bien. Si elle était complexe, il allait la connaître. Le temps passa sans qu'il s'en aperçoive. Quand il releva enfin la tête, la lumière avait changé, et son estomac criait famine. Le capitaine avait déjà préparé le repas. Ils parlèrent peu ce soir-là. Puis 2 jours défilèrent ainsi. Chaque matin et chaque soir, Lérin ajoutait à ses exercices physiques, à ses méditations et à la marche ce nouveau rituel absurde. Observer sa feuille jusqu'à l'épuisement. Aux grandes dames de Lérin, celle-ci commençait déjà à flétrir. Elle se rabougrissait légèrement, craquelait par endroits, perdait peu à peu sa souplesse. Comment devait-il apprendre à la connaître parfaitement si elle ne cessait de changer? Quand il exposa son problème à Rarn, celui-ci se contenta d'un sourire énigmatique. « Cela se passe encore mieux que je ne l'avais prévu. » Et refusa d'en dire davantage. En tout, cela faisait maintenant 10 jours qu'il marchait dans cette forêt. Enfin, le décor commençait à se modifier. Les arbres s'espaçaient, les bouquets denses devenaient moins fréquents, et par endroits, on retrouvait les restes d'un vieux sentier à moitié dévoré par la végétation. Ce jour-là, Rarn les fit camper plus tôt que d'habitude. Lérin accueillit la nouvelle avec gratitude. Son corps était rompu par l'entraînement du jour. Il avait encore une fois eu l'impression d'être tout près de toucher son capitaine, sans jamais y parvenir réellement. Ses bras et ses jambes lui rappelaient durement chaque erreur. Il décida donc de commencer son rituel du soir, non par les étirements, mais par la feuille. Il sortit cette dernière de sa poche. Elle était maintenant en mauvais état, fine, durcie, marquée de petites fissures. Elle n'avait pas tout à fait perdu sa couleur, mais cela ne tarderait plus. Lérin l'observa longtemps, puis il ferma les yeux. Il respira profondément, essaya de retrouver l'image. Les contours vinrent d'abord, puis les nervures, puis certaines irrégularités. Cette fois, il crut tenir quelque chose de plus net, plus stable. Mais à peine cherchait-il à renforcer cette vision qu'autre chose s'y glissait. 2 masses se glissèrent dans sa perception. 2 présences, larges et indistinctes d'abord, puis de plus en plus nettes, à mesure qu'il s'efforçait de les ignorer. Elles n'avaient rien à faire là. Elles ne venaient pas de lui. Il en eut aussitôt la certitude. Il rouvrit les yeux, respira profondément, puis tenta de reformer l'image de la feuille dans son esprit. Les 2 présences étaient toujours là, plus proches. Ce n'était pas lui. Il ne fabriquait pas ses impressions. Quelque chose approchait, ou plutôt 2 choses. Il devait trouver le capitaine. Lérin se leva et commença à partir à toute vitesse dans la direction vers laquelle il avait vu le capitaine partir. Il eut la présence d'esprit de ramasser son arme avant de partir. Il taillada les branches, franchit les buissons, et au bout de quelques minutes à peine, il avait rejoint le capitaine. Ce dernier était face à 3 hommes. Chapitre 14. Là où tout recommence. « Ne te mêle pas de ça, Lérin. Reste derrière, » ordonna le capitaine. Lérin ne répondit pas. Il n'entendait cette voix-là que dans les moments où toute erreur cessait d'être permise. Parmi les 3 hommes, il reconnut aussitôt l'un des visages du campement, le dernier archer à s'être enfui la nuit où ils avaient vengé sa mère. Son ventre se serra avant même qu'il ait formulé la pensée. L'homme avait vu ce dont Rarn était capable. Il l'avait vu de ses propres yeux. Et pourtant il était revenu. Pire, il arborait cette expression satisfaite de celui qui se croit enfin du côté des vainqueurs.
Les deux hommes qui l'accompagnaient étaient eux, extrêmement calmes. Leur visage n'affichait aucune émotion. Ils étaient immenses et solidement bâtis. L'archer prit la parole. Aucune utilisation de la pression n'est autorisée dans le Rockhart sans l'aval de mon maître. Je crains bien que vous deviez me suivre, messieurs. Rarn ne répondit pas. Les tatouages sur son bras se mirent doucement à entrer en mouvement. L'archer eut un bref sourire. « C'est vous qui voyez. Messieurs, capturez-les. » À leur tour, les tatouages des deux colosses s'affolèrent, bien plus vite encore que ceux de Rarn. Les traits noirs coururent sur leur torse avec une telle rapidité qu'au bout d'un instant, on ne distingua presque plus leur peau. Puis le mouvement se stabilisa et l'airain vit que leur chair avait changé. Une sorte de seconde peau recouvrait maintenant leur buste. Un cuir épais, oscillant entre le brun et le violet, hérissé de petites pointes courtes qui luisaient à la lumière. Ils se mirent en garde. Rarn souffla du nez. Seulement 2 torse-pierres. À une époque, j'aurais presque pris cela pour un manque de respect. Les deux hommes se mirent en mouvement au même instant et foncèrent sur lui. L'airain sentit tout son corps réagir. Instinctivement, il fit un pas pour s'élancer à son tour vers eux, mais la voix du capitaine claqua de nouveau. Non. Le mot était sorti plus sec encore que le premier. L'airain s'arrêta, tendu, glaive en main. Le capitaine n'avait pas quitté ses adversaires des yeux, mais quelque chose dans sa posture avait changé. Il hésitait. Cela ne dura presque rien, à peine le temps d'une respiration. Pourtant, l'airain le vit. Rarn jaugeait la situation, jaugeait la distance, jaugeait sans doute aussi ce que l'airain était capable d'encaisser. Puis il tourna très légèrement la tête vers l'archer. « Prends l'autre », dit-il finalement, « et ne le laisse pas s'enfuir. » Ce n'était pas seulement un ordre, c'était autre chose. Une ligne qu'il n'avait encore jamais franchie. L'airain ne répondit pas, mais il comprit. Il pivota aussitôt vers l'archer, qui avait déjà dégainé. L'homme avait perdu de son aplomb. Son épée était levée, mais trop haut. Ses épaules étaient tendues, et son regard allait sans cesse de l'airain au capitaine, comme s'il espérait encore que les deux monstres fassent tout le travail pour lui. Ils tournèrent un bref instant l'un autour de l'autre. Puis l'archer attaqua le premier. Son coup était vif, honnête même. Mais l'airain sentit tout de suite qu'il n'avait rien à voir avec ce qu'il avait appris à craindre. Ce n'était ni le capitaine, ni même Acton lorsqu'il appuyait ses assauts par orgueil blessé. C'était simplement un homme armé, pressé d'en finir avant de comprendre qu'il n'était pas de taille. L'airain para sans difficulté et laissa glisser la lame adverse sur la sienne. Dans le même temps, il avança d'un demi-pas et frappa au poignet. L'archer recula brusquement, surpris de la vitesse avec laquelle l'échange lui échappait déjà. L'airain revint aussitôt à la charge. Les années de répétition, les katas ressassés jusqu'à l'écœurement, les heures d'entraînement à vide dans la cour de la milice, tout cela trouvait enfin sa place. Il n'avait même pas besoin de réfléchir. Il voyait les failles comme si elles s'éclairaient d'elles-mêmes. Chaque crispation d'épaule, chaque mauvais appui, chaque respiration trop courte lui annonçait le geste suivant de son adversaire avant même qu'il ne le produise. L'archer tenta de reprendre de la distance. Mauvais choix. L'airain le suivit, força une première parade basse, feignit ensuite de remonter au visage puis rabattit sa lame vers le bras armé. Le fer mordit profondément la chair. L'homme laissa échapper un cri de douleur, mais l'airain était déjà reparti. Il pivota sur lui-même, arma un enchaînement qu'il avait répété des centaines de fois, sentit l'ouverture se former devant lui et frappa 2 fois dans le même souffle. La première coupe ouvrit le bras jusqu'à l'os. La seconde trancha net. La tête de l'archer roula au sol dans l'herbe sèche et son corps s'effondra presque aussitôt après, dans un bruit lourd. L'airain resta figé une seconde, le souffle court, son glaive encore tendu devant lui. Il ne l'avait pas emporté de justesse. Il n'avait pas survécu par miracle. Il venait de battre nettement un homme normal. À sa droite, un choc terrible le ramena aussitôt à l'autre combat. Il tourna la tête. Le capitaine faisait face aux 2 torse-pierres. L'un d'eux avait déjà un genou à terre et crachait du sang. L'autre tentait de contourner Rarn par le flanc,
Mais le capitaine le repoussa d'un coup d'avant-bras si bref qu'il fut presque impossible à suivre du regard. L'homme vacilla sur plusieurs pieds, comme s'il venait de recevoir le heurt d'un bélier. Le premier se releva à moitié pour se jeter dans la mêlée à son tour, mais Rarn l'accueillit d'un coup sec au plexus. Le colosse se plia en deux dans un grognement rauque. L'airain comprit alors ce que le capitaine avait voulu lui éviter. Ce n'était pas un combat d'homme à homme. Les coups semblaient sonner creux, comme s'ils étaient absorbés par autre chose que de la chair. Les deux créatures avançaient sans se protéger, prenant des chocs qu'aucun homme normal n'aurait encaissés. Et pourtant, malgré leur masse, malgré leur peau anormale, malgré les tatouages encore frémissants qui couraient sous leur enveloppe durcie, Rarn les dominait. Il se déplaçait vite, mais sans la violence presque irréelle qu'il avait déchaînée la nuit du camp d'Erkat. Cette fois, seul son avant-bras semblait animé. Il était parfaitement maître de lui-même. Le premier torse-pierre tenta de saisir le capitaine à plein bras. Rarn glissa sous sa prise, passa derrière lui et abattit son poing tatoué entre ses omoplates. Un bruit sourd, mauvais, résonna. Le colosse tomba à plat ventre sans un cri. Le second chargea aussitôt. Rarn l'attendit. Il frappa d'abord le ventre une seule fois, et l'homme eut un hoquet de douleur qui ne ressemblait déjà plus à un son humain. Puis le capitaine posa sa main sur son crâne. Les marques de son bras s'animèrent davantage. Le corps du torse-pierre fut pris de quelques soubresauts. Ses jambes fléchirent. La peau étrange qui recouvrait son torse sembla se rétracter par endroits, comme si quelque chose en lui cédait ou se vidait. Puis il s'effondra à son tour, sans grâce, lourdement, et resta immobile. Le silence retomba. L'airain regarda les deux corps, puis le capitaine. « Vous les avez tués ?» demanda-t-il. « Oui, même s'ils n'étaient déjà plus vraiment vivants, » répondit-il. « Et qu'est-ce que c'était ?» Le capitaine baissa brièvement les yeux vers les cadavres. Des torse-pierres. Il se pencha, attrapa du bout des doigts un lambeau de la seconde peau de l'un des deux hommes, puis le relâcha. Ils ont laissé leur corps être refaçonnés. Ta lame aurait ricoché sur eux. Donc je n'avais aucune chance contre eux ? Rarn prit une seconde avant de répondre. Pas aujourd'hui. Il marqua un bref silence, puis ajouta « Et ce n'est pas grave. Tu viens de battre nettement un homme armé. C'est déjà beaucoup. Ne fais pas l'erreur de croire que cela ne vaut rien, simplement parce qu'à côté, il existe pire. » L'airain releva les yeux vers lui. « Et ce que vous leur avez fait ?» Cette fois, le capitaine ne répondit pas tout de suite. Il essuya sa main sur un pan d'étoffe, prise à l'un des corps, comme s'il cherchait dans ce geste le temps de choisir ce qu'il accepterait de dire. « Il y a des choses auxquelles la pression résiste mal, » finit-il par répondre, « et d'autres auxquelles elle résiste beaucoup. » Il désigna les torse-pierres. Ceux-là avaient gagné en force, en dureté, en résistance aux lames et aux flèches. Mais ils avaient perdu autre chose en chemin. Ils tenaient encore debout, ils parlaient encore, oui, mais ils ne se possédaient plus vraiment eux-mêmes. Ils étaient devenus plus faciles à atteindre. Atteindre comment ? Rarn le fixa un instant. De la même manière que tu cherches à atteindre ta feuille, ils n'étaient plus attachés à leur essence. L'airain sentit un frisson lui remonter le dos. Je ne comprends pas. C'est normal pour l'instant. Et n'imagine pas pour autant que je peux faire cela à n'importe qui. Un homme encore entier oppose une résistance autrement plus forte. Sa volonté, sa mémoire, son corps, tout cela tient ensemble. Même pour quelqu'un comme moi, ce n'est pas quelque chose qu'on déchire d'un geste parce qu'on en a envie. Il jeta un regard aux deux cadavres. Ceux-là étaient déjà condamnés. Le pouvoir qui les rendait plus durs les avait aussi rendus plus creux. L'airain resta silencieux quelques instants. Le vent chaud passa entre eux. Plus loin, Reyna souffla doucement en secouant la tête. Il comprenait au moins une chose désormais. Il avait quitté Éram. Il n'était déjà plus l'un de ces hommes ordinaires qu'un uniforme suffisait à impressionner. Mais il n'avait encore aperçu qu'une petite partie du monde dans lequel il venait d'entrer. Rarn, lui, jeta un coup d'œil autour d'eux. « Nous ne restons pas ici, dit-il.
Ces trois-là ne sont probablement pas venus seuls jusque-là par simple curiosité. L'airain hocha la tête. Ils prirent rapidement ce qui pouvait être emporté et s'éloignèrent sans un mot de plus. Ils marchèrent longtemps avant que le capitaine n'accepte enfin de ralentir. La végétation s'était suffisamment refermée derrière eux pour qu'aucun œil humain ne puisse encore suivre leurs traces sans difficulté. L'airain avançait derrière Reyna, le glaive rengainé, l'épaule lourde, le corps encore parcouru de secousses nerveuses venues du combat. Il venait de tuer un autre homme, et cette fois, il l'avait fait sans colère. Il n'en retirait aucune joie, mais pas non plus le dégoût qu'il aurait cru éprouver autrefois. Il avait vu l'ouverture, il avait frappé, et cela lui avait paru naturel. Cette pensée le dérangeait moins pour la mort de l'archer que pour ce qu'elle disait de lui. Au bout d'un long moment, il releva la tête. « Capitaine, je pense que nous sommes assez loin maintenant. » Rarn jeta un coup d'œil derrière son épaule, puis ralentit. « En effet, nous allons nous installer ici pour la nuit. Il faudra repartir tôt demain matin. » L'airain déchargea Reyna et prépara le camp sans plus attendre. Le jour tombait déjà lorsqu'ils s'assirent enfin face à face. Le feu était modeste, la chaleur encore lourde malgré le soir, et le silence entre eux n'avait rien de paisible. L'airain attendit. Le capitaine soupira. « Je suppose que tu as le droit de savoir, » dit-il. « Le droit de savoir quoi ?» demanda l'airain. « Qui sont les gens qui me poursuivent ?» L'airain se redressa légèrement. Le capitaine regarda les flammes quelques secondes avant de reprendre. « J'ai longtemps pensé être le seul hôte encore en vie sur tout le continent. Pendant très longtemps, je me suis cru unique. Après les guerres séraphiques, les survivants humains ont repris à leur compte la méfiance des anciens. Tout ce qui rappelait de près ou de loin les anciens maîtres était traqué, détruit, effacé. Les prêtres de Manra se sont appliqués pendant des siècles à faire disparaître toute trace de l'usage de la pression. Les objets, les livres, les récits, les hommes capables d'en manifester les restes. » Il leva les yeux vers Lérine. Alors ceux qui portaient encore quelque chose d'ancien en eux apprenaient vite à se taire. L'airain ne dit rien. Il buvait ses paroles. Puis un jour, poursuivit Rarn, j'ai croisé un autre homme marqué comme moi. Les signes n'étaient visibles que pour quelqu'un capable de savoir ce qu'il regardait, mais cela nous a suffi. Nous avons compris instantanément ce que l'autre était. Manra avait fait disparaître les armées séraphines et Incubes, mais elle n'avait pas pu effacer entièrement ceux qui, parmi les plus puissants, avaient trouvé refuge dans des corps humains. L'airain sentit son souffle se suspendre. « Nous sommes partis ensemble à la recherche des autres », continua Rarn. « Cela n'a rien donné de bon. Très vite, lui et moi avons cessé de chercher la même chose, puis nous nous sommes séparés. Je pensais qu'il avait renoncé à son projet, mais ce n'est visiblement plus le cas. »« Votre ancien compagnon, » murmura l'airain. Rarn acquiesça. « Les hommes de tout à l'heure étaient à sa botte. Toutes ces années qui ont passé, il fait ressurgir des pouvoirs qui auraient dû s'être éteints à Ocrea. Nous avons eu de la chance. Je ne pense pas que les torse-pierres que nous avons affrontés avaient compris à qui ils avaient affaire. Sinon, ils auraient été bien plus nombreux. » Lérine resta silencieux quelques secondes. « Donc ça va recommencer ?» demanda-t-il finalement. « Probablement. Très bien. » se contenta-t-il de répondre d'une voix basse sous le regard du capitaine. Presque sans qu'aucune parole supplémentaire ne soit prononcée, ils allèrent tous les deux se coucher. À sa grande surprise, l'airain dormit encore une fois de plus très bien cette nuit-là. Le lendemain matin, pendant que l'airain préparait le maigre petit déjeuner, le capitaine prit la parole. « Si tout se passe bien, nous aurons quitté la forêt d'ici demain. Ensuite, il nous restera 2 jours de marche avant Gosham. » L'airain releva la tête. « Gosham? Nous sommes si loin que ça ?»« Plus si loin, non. Et cela tombe bien. Nous avons besoin de nous ravitailler. Il nous faut de l'eau, des vivres et quelques informations. » Il laissa passer un court silence, puis ajouta « Après Gosham, nous prendrons la direction du Sénix. Je connais là-bas un endroit sûr où nous pourrons rester quelque temps. Ce sera plus discret et plus propice pour commencer ton entraînement sérieusement. » L'airain hocha la tête. Il était encore encombré de fatigue, de questions
de tout ce qu'il avait appris la veille. Pourtant, une seule remonta immédiatement. « Vous ne m'avez toujours pas dit comment s'appelait votre ancien compagnon. » Rarn mit un instant avant de répondre. « Sad. » Le nom resta suspendu entre eux. « Il est l'hôte d'Ephranos, poursuivit-il, et il est beaucoup plus patient qu'il n'en a l'air. N'imagine pas un fou furieux avide de sang. Sad préfère comprendre, attendre, placer les bonnes personnes au bon endroit, puis refermer la main quand plus personne ne peut s'échapper. » L'airain sentit un léger froid lui glisser dans le dos. « Donc, c'est lui qui vous cherche ? » ?»« Oui. Et il vous retrouvera ?» Rarn haussa une épaule. Il essaiera. Puis il changea aussitôt de ton. « À partir de demain, dès que nous croiserons d'autres gens, tu m'appelleras Duarn. Toi, tu seras Godiv. Nous sommes un oncle et son neveu. Nous allons vers le sud parce que nous avons entendu parler de vieux filons et que nous espérons en tirer quelque chose. Tu parleras peu. Tu me laisseras répondre quand ce sera utile. »« Compris, mon oncle, » répondit l'airain. Le jour suivant, ils ne croisèrent encore presque personne, mais le décor changea peu à peu. La forêt s'éclaircissait, puis reculait franchement. Les arbres devinrent plus rares, l'ombre plus chiche, et bientôt, il n'y eut plus devant eux qu'une vaste étendue sèche, fendue comme une vieille poterie. L'airain s'arrêta quelques secondes pour regarder. « C'était le lac ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Rarn, « il y a longtemps. » L'airain contempla encore la plaine craquelée. Il avait du mal à croire qu'une telle étendue ait un jour porté de l'eau. Comment des hommes ont-ils pu vider quelque chose d'aussi grand ? Lentement, puis trop vite, dit Rarn. Comme pour beaucoup de désastres, ils s'y engagèrent. À mesure qu'ils avançaient, la chaleur se fit plus dure. Le sol renvoyait la lumière en pleine figure. L'air lui-même semblait sortir d'un four. L'airain baissa rapidement la tête pour marcher sans être aveuglé, mais cela ne changea pas grand-chose. Il sentait la sueur couler dans son dos, ses vêtements collés à sa peau, sa bouche se séchait plus vite encore qu'il ne l'aurait cru possible. Reyna avançait à son rythme, régulière, et Rarn gardait ce même visage impassible qu'il portait sous la pluie, dans le froid ou devant le feu. L'airain ne comprenait pas comment il faisait. Au bout d'un moment, il cessa même de se le demander. Toute son attention était accaparée par la chaleur, la soif et la sensation de marcher dans un endroit que la vie avait déserté. Il finit par comprendre pourquoi les gens de Gosham tenaient autant à leurs murs. Lorsqu'ils atteignirent enfin la limite de cette ancienne mer intérieure, la différence fut presque brutale. Il faisait encore chaud, mais l'air cessait de vouloir tuer. La terre retrouvait par endroits un peu de couleur. Quelques herbes maigres s'accrochaient au sol. Des buissons rabougris survivaient là où l'humidité résistait encore. Et, plus loin, on distinguait enfin les premiers signes d'un travail humain. Rarn les fit s'arrêter avant la nuit. L'airain obéit avec reconnaissance. Il était si fatigué que ses gestes en devenaient mécaniques. Il monta le camp, vida les derniers sacs, attacha Reyna, puis s'assit quelques instants, la tête basse, sans même réussir à se réjouir vraiment d'avoir fini. Le capitaine le regarda un moment. « Bois », dit-il en lui tendant la gourde. « Demain, nous pourrons refaire les réserves. » L'airain but avec une avidité presque honteuse. Il aurait voulu s'allonger là, dans la poussière tiède, et ne plus bouger jusqu'au lendemain. Pourtant, au lieu de cela, il tira machinalement la feuille de son vêtement. Elle avait encore changé. Elle n'était plus vraiment verte. Les bords s'étaient recroquevillés. De fines craquelures couraient entre les nervures et, lorsqu'il la prit entre ses doigts, il entendit un bruit sec. Elle n'était plus qu'à un souffle de se briser. Il la regarda longtemps sans rien faire. Les jours précédents, cette transformation l'aurait frustré. Il se serait dit qu'on lui retirait son exercice, au moment même où il commençait à le comprendre. Cette fois, il n'éprouva rien de semblable. Il était simplement trop fatigué pour se mentir. Il s'assit malgré tout. La feuille reposait dans sa paume, légère au point de ne presque plus exister. Et pourtant, il n'arrivait pas à s'en détacher. Ce n'était plus seulement une feuille.
Ce n'était plus seulement quelque chose qu'il devait apprendre à visualiser. Elle avait été arrachée. Cette pensée s'imposa à lui sans prévenir. Arrachée à son arbre, arrachée à ce qui lui donnait sa place. Depuis, elle n'était plus qu'en train d'attendre sa fin. Elle ne faisait plus ce pourquoi elle avait grandi. Elle ne prenait plus la lumière. Elle ne nourrissait plus rien. Elle ne tenait plus que par inertie, par reste, par souvenir presque. L'airain sentit quelque chose se serrer en lui. C'était absurde. Ce n'était qu'une feuille. Pourtant, il ne pouvait plus la regarder autrement. Elle lui évoquait trop clairement cette sensation qu'il connaissait maintenant. Celle d'avoir été détaché de sa vie sans avoir eu le temps de comprendre ce qui se passait, d'être encore là, mais plus tout à fait à sa place, de continuer sans savoir exactement pourquoi. Une lassitude immense le gagna. Il ferma les yeux. Il ne chercha plus à mémoriser la forme, ni les nervures, ni les nuances de vert qu'elle n'avait déjà presque plus. Il la laissa simplement exister dans son esprit comme elle était, arrachée, fatiguée, en train de céder, mais pas encore disparue. Alors quelque chose changea. Il ne la regardait plus de l'extérieur, il la tenait. Pas dans sa main, non, ailleurs. Dans un endroit qu'il n'aurait pas su nommer. Il la sentait entière, d'un seul bloc, et en même temps dans tous ses détails. Il percevait sa matière, sa fragilité, la tension résiduelle qui la faisait encore tenir, la manière dont elle persistait malgré sa fin déjà engagée. Il ne l'imaginait pas, il ne la reconstituait pas, il la comprenait. Quand il ouvrit les yeux, il resta un instant immobile, la respiration courte. Puis il se leva et rejoignit le capitaine. Rarn fumait sa pipe à quelques pas de là. Il leva les yeux vers lui. « Je crois que j'ai réussi », dit l'airain d'une voix trop vive pour quelqu'un dans cet état. Le capitaine le détailla un instant. « Ah oui ? Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne la vois plus seulement. Je sais ce qu'elle est, pas seulement sa forme. Le reste aussi. » Rarn garda le silence quelques secondes, puis un léger sourire apparut sur son visage. « Très bien, dit-il. Alors tu as enfin commencé à l'approcher comme il fallait. » « Approcher quoi ?» Le capitaine tapota sa pipe du bout de l'ongle. « Ce qu'il y a derrière la forme, ce qui fait qu'une chose n'est pas seulement posée dans notre monde comme un caillou dans une chaussure. Tu n'as pas seulement compris une feuille, l'airain. Tu as commencé à l'apercevoir depuis Extar. » Le nom resta suspendu entre eux. « Extar » répéta l'airain. « Oui, tu te souviens de ce que je t'ai raconté sur la pression. Notre monde a son envers, un second versant si tu préfères. Ici, tu vois la matière. Là-bas, tu touches davantage, ce qui fait qu'une chose est encore elle-même. Sa nature profonde, sa persistance. » L'airain regardait toujours la feuille dans sa main. « Donc, ce que j'ai vu, c'était ça ? Une première approche, oui. N'imagine pas que tu as tout compris en un soir, mais tu as cessé de seulement regarder, et c'est déjà énorme. » L'airain releva les yeux vers lui. « Et maintenant, vous m'apprenez à utiliser la pression ?» Rarn eut un léger rire. « Pas si vite. Pour l'instant, dans ton état, qu'est-ce que tu saurais faire ? Achever une feuille mourante ? Peut-être fatiguer une brindille si le monde est de bonne humeur ?» L'airain ne répondit rien. « Continue d'abord à sentir, » reprit le capitaine. « Il faut que cela devienne naturel. Il faut que tu arrives à retrouver un objet senti noyé tout entier. Il faut que tu puisses l'atteindre même les yeux ouverts, même distrait, même fatigué. Sans cela, au premier danger, tu seras déjà débordé avant d'avoir tenté quoi que ce soit. Donc, je vais devoir recommencer avec tout ? Et même plus encore, ne perds pas de temps. J'ai vécu 300 ans et j'ai loin d'avoir fini de faire l'inventaire. » À la suite de ce bel exploit, ils passèrent une nuit calme et reposante. L'airain se leva avec une sensation de grande soif dans la bouche. Il espérait que le capitaine n'avait pas enjolivé la réalité lorsqu'il avait annoncé qu'ils étaient proches de leur prochain lieu de ravitaillement. Ils étaient crasseux, presque sans eau, avec à peine de quoi manger. Une vraie nuit digne de ce nom était plus que méritée.
À mesure qu'ils avançaient, la route devenait de plus en plus dessinée. Il était évident qu'il y avait un travail quotidien pour défraîchir la route. On voyait qu'elle était encore entretenue, mais pas avec l'aisance des bons jours. La végétation avait été repoussée à coups de lame et de fatigue. Ils croisèrent enfin des gens. Des silhouettes maigres, des charrettes légères, des hommes qui marchaient avec des armes simples à portée de main. Personne n'avait l'air affolé. Personne n'avait l'air serein non plus. L'airain remarqua vite que chacun surveillait quelque chose. Le ciel, les fourrés, la route derrière soi, le niveau de l'eau dans une gourde, la qualité d'une corde. Même les visages les plus ouverts portaient cette raideur discrète qu'ont ceux qui vivent depuis trop longtemps avec la possibilité du pire. Gocham apparut un peu plus tard. Léry s'était attendu à un autre Éram, un peu plus grand peut-être. Il se trompait complètement. La ville semblait avoir été pensée pour tenir, pas pour être belle, pas pour accueillir, mais pour durer sous la menace. Une haute muraille de bois clair l'encerclait presque entièrement. Le bois n'avait pas noirci comme celui d'Éram. Il gardait cette teinte pâle et sèche des régions proches du sud. Les planches, épaisses et bien jointes, montaient à une hauteur qui fit lever le menton à l'airain. De loin, on distinguait aussi les reprises récentes, les endroits où il avait fallu remplacer des éléments rongés par le temps, la chaleur ou la poussée des plantes. Autour des murs, il n'y avait pas la luxuriance désordonnée qu'on trouvait plus au nord. La nature ne débordait pas ici. Elle revenait autrement, par plaques sèches, par racines dures, par herbes tenaces qui s'insinuaient entre les pierres ou au pied des palissades. Elle n'avait pas renoncé. Elle attaquait juste avec d'autres armes. À l'approche de la porte, l'airain remarqua aussi les traces de la tension du moment. Des pointes avaient été rajoutées sur certaines traverses. Des réserves de bois étaient empilées non loin. Et sur les hauteurs, plusieurs silhouettes les observaient déjà. Une voix leur vint d'en haut. « Halte là! Qui va là ?» L'airain leva la tête. Un homme se tenait sur le rempart, arc à la main. Il n'avait pas l'air d'un soldat de parade. Il avait la peau brûlée par le soleil, la barbe mangée de poussière et cette façon de les regarder qui disait qu'il en avait vu passer d'autres avant eux. Rarn répondit sans se troubler. « Duarn, et voici mon neveu, Godiv. Nous voulons entrer pour une halte, acheter de quoi repartir et laisser souffler la jument. » Le garde les observa encore quelques secondes. « Vous venez d'où ? » ?»« Du nord. »« Vous avez croisé du monde ? » ?»« Peu. » L'homme eut un grognement. « Ouais, c'est bien ce que je me disais. » Il disparut un instant derrière la palissade, puis sa voix revint. « Attendez, on ouvre. » Il fallut encore un moment avant que la lourde porte ne s'écarte. Le garde les attendait de l'autre côté, une main encore posée sur son arc. Il commença par regarder Reyna, puis leur sac, puis leur visage. « Vous restez combien de temps ?»« Une nuit, peut-être 2, » répondit Rarn. Le garde souffla du nez. « Faites court si vous pouvez. Plus ça va, moins on aime avoir du passage qu'on ne connaît pas. » Rarn lui adressa un regard calme. « Gocham n'était pas si méfiante la dernière fois que je suis venu. » L'homme eut un rire bref, sans joie. « La dernière fois, on réparait les clôtures une fois par mois. Maintenant, on recommence avant même d'avoir fini. Les racines poussent sous les pieux, les toits se fendent, les bêtes s'approchent jusqu'aux champs, et dès qu'un chargement met 2 jours de retard, tout le monde devient nerveux. Et vous pouvez rajouter les saignants qui se regroupent à la frontière à ce joli tableau. Alors, oui, on regarde mieux qui entre. » Il haussa ensuite une épaule, comme si tout cela allait de soi. « Enfin bon, si vous payez, vous entrez. » Puis, plus bas, presque pour lui-même, « Et si vous avez encore un peu d'eau sur vous, ne la montrez pas comme un trésor, il y en a que ça rendrait mauvais. » Il leur fit enfin signe de passer. « Allez, dépêchez-vous avant que je change d'avis. » Une fois la porte franchie, l'airain comprit tout de suite que Gocham n'avait rien d'Éram. Il s'était attendu à un village un peu plus grand, un peu plus riche, peut-être simplement mieux défendu. Il découvrit autre chose. Gocham avait été pensé pour tenir. Tout y semblait resserré, contraint, organisé autour de cette idée. Les rues étaient dites plus étroites que celles de Éram, les maisons plus hautes,
comme si on les avait forcées à pousser les unes contre les autres pour gagner la moindre place derrière les palissades. À certains endroits, les étages se rapprochaient presque au-dessus de la chaussée et jetaient une ombre continue sur les pavés. Après la traversée du lac asséché, cette fraîcheur relative fit un bien immédiat à l'airain. Il prit le temps de regarder autour de lui. Les façades n'avaient rien de misérable. On voyait même, ici ou là, des efforts d'ornement, un encadrement de fenêtres peints, une enseigne sculptée, un pan de mur entretenu avec soin. Mais partout, sous ces détails, revenait la même impression de tension contenue. Les portes étaient épaisses, les volets renforcés, des cordes pendaient à proximité de certaines gouttières, comme si l'on devait souvent grimper sur les toits. Plusieurs maisons avaient des traces nettes de réparations récentes. Le bois y était plus clair, le torchis encore plus frais. À 2 reprises, l'airain aperçut même des plaques de mousse grattées au pied des murs, rejetées en petits tas secs sur le côté de la rue. Les habitants, eux aussi, étaient différents. Ils n'avaient pas l'air malheureux, ni même fermés. Certains parlaient devant une échoppe, 2 femmes riaient plus loin en vidant un panier de linge, un vieil homme réparait un harnais sous un auvent. La vie circulait encore. Pourtant, aucun visage ne lui donna tout à fait l'impression de la légèreté. Les gens avaient ce quelque chose dans les yeux qu'on voit chez ceux qui dorment d'un seul œil, une fatigue ancienne, une dureté acquise. Beaucoup portaient une lame discrète à la ceinture, ou bien une vieille cicatrice mal effacée sur la joue, le front, les avant-bras. On sentait que Gotham n'était pas un endroit où l'on se permettait longtemps d'être naïf. Rarn avançait d'un pas sûr, comme s'il avait toujours su où il allait. L'airain lui emboîta le pas sans rien dire. Il sentait déjà plusieurs regards glisser sur eux. Rien d'hostile, mais cette curiosité prudente des lieux où l'on remarque vite les étrangers. Ils passèrent devant ce qui avait dû être autrefois une petite place de marché. Elle était encore animée, mais l'abondance n'y était pas. On vendait surtout des produits simples, secs, transportables, des galettes brunes, du grain concassé, quelques fromages durs, des légumes racines, des bottes d'herbe, du sel. L'airain vit aussi plusieurs étals presque vides que les marchands continuaient malgré tout de tenir, comme si renoncer à vendre aurait signifié admettre quelque chose de plus grave encore. Une femme se plaignait auprès d'un vendeur. « Je te dis que ça ne tiendra pas 3 jours pour 6 personnes. »« Et moi, je te dis que je n'en ai pas davantage, » répondit l'homme sans colère. « Reviens demain si le Sud a livré. » « Le Sud ne livre plus rien depuis 8 jours. »« Alors reviens après-demain. » La femme repartit avec ce qu'elle avait, sans répondre. Elle ne semblait pas convaincue, mais elle ne paraissait pas surprise non plus. Plus loin, 2 hommes chargèrent des sacs dans une remise. L'un d'eux jeta un regard vers Reyna. « Encore des gens qui viennent remplir leurs gourdes et vider nos réserves, » marmonna-t-il. Son compagnon lui donna un petit coup du coude et fit mine de ne rien avoir entendu. Rarn, lui, continua de marcher comme si la remarque n'existait pas. L'airain remarqua aussi l'eau. Partout à Gotham, on la sentait présente et menacée à la fois. Des cuves avaient été disposées contre plusieurs maisons. Certaines rues étaient creusées de rigoles sèches qui devaient servir à canaliser la moindre pluie. Près d'une cour intérieure, il aperçut même 2 enfants en train de couvrir une citerne de planches pour la protéger du soleil. Rien n'était laissé au hasard. Cette ville vivait déjà comme si chaque goutte devait être défendue. Ils finirent par s'arrêter devant un bâtiment plus soigné que les autres. Une enseigne de bois, repeinte récemment d'un vert clair qui tranchait avec les tons terreux du reste de la rue, portait ces mots « Le confort du roi ». L'airain leva les yeux. L'établissement était haut, presque trop pour la rue étroite où il se trouvait. 3 niveaux, des volets épais, une porte large, une petite avancée de bois devant l'entrée, qui n'avait d'autre usage que de donner de l'allure à la façade. On sentait qu'on voulait ici faire oublier, au moins un peu, la rudesse du dehors. Ils entrèrent. La salle commune était calme, ce qui surprit aussitôt l'airain. Rien à voir avec le poisson hurlant. Pas de chansons braillées, pas de tablé qui s'invective, pas de type endormi sur son propre bras. Les voix restaient en basse, les gestes mesurés.
Une quinzaine de tables occupèrent la pièce, la plupart libres. Les clients présents avaient l'air propre, correctement vêtus, et parlaient comme des gens qui surveillent encore ce qu'ils disent, même quand ils se détendent. Derrière le comptoir, un homme maigre au visage allongé releva aussitôt la tête. « Monsieur Duharne !» s'écria-t-il avec un empressement presque théâtral. « Voilà une visite qui fait plaisir. » L'airain jeta un regard de côté au capitaine. Celui-ci ne sembla pas surpris. « Bonjour Adjiv », dit-il d'un ton tranquille. « Tu te portes bien ?»« Aussi bien qu'on peut l'espérer par les temps qui courent », répondit l'aubergiste avec un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Combien de temps nous accordez-vous cette fois ?»« 2 nuits, si tu as de la place. 2 chambres séparées, un box pour la jument et un repas chaud pour nous 2. » Adjiv inclina la tête. « Pour vous, j'ai toujours de la place. » Mena. Une jeune femme blonde apparut presque aussitôt depuis l'arrière-salle. Elle essuya ses mains sur son tablier avant de s'approcher. « Installe ces messieurs, » dit Adjiv, « et apporte-leur de quoi boire tout de suite. Quelque chose de frais. Ils ont la poussière du dehors jusqu'aux os. » Mena les conduisit vers une table à l'écart. L'airain la suivit en silence. Il était trop fatigué pour chercher ses mots. Trop sale aussi, et surtout trop conscient de l'état dans lequel il devait se trouver après la traversée. Ils s'assirent. Quelques instants plus tard, la serveuse revint avec un pichet d'eau et 2 grandes chopes de bière claire perlées de condensation. À la vue de l'eau, l'airain oublia presque le reste. Il se retint pourtant de se jeter dessus comme un animal et attendit que Rarn fasse un signe du menton. Alors seulement, il but. L'eau était fraîche, à peine plus qu'il n'aurait fallu pour lui faire comprendre à quel point il avait eu soif. Il dut se forcer à s'arrêter avant d'avoir vidé le pichet. La bière, elle, était légère, un peu amère. Mais après les derniers jours, elle lui parut meilleure que n'importe quel vin de légende. Rarn leva sa chope. « À notre arrivée vivant !» dit-il simplement. L'airain esquissa un sourire et trinqua. Il regardait encore autour de lui lorsqu'une odeur de cuisine lui fit soudain prendre conscience de sa faim. Ce n'était pas l'odeur riche d'un grand repas, plutôt quelque chose de plus modeste, mais travaillé avec soin pour paraître plus généreux qu'il ne l'était réellement. Du bouillon, des oignons revenus, un peu de graisse, des herbes, peut-être des pois écrasés. Ici aussi, pensa l'airain, on savait composer avec peu. Adjiv passa près de leur table et s'arrêta un instant. « Vous tombez à peu près bien, dit-il. Ce soir, nous avons une soupe épaisse, du pain et un peu de viande salée. Pas assez pour se vanter, mais assez pour ne pas avoir honte. »« Parfait !» répondit Rarn. Adjiv eut un bref sourire. C'est devenu un bon résumé de la vie ici. Puis il repartit vers le comptoir. L'airain le suivit du regard, songeur. Même ici, dans ce lieu propre, solide, presque confortable, on sentait que tout tenait de peu. Gosham avait plus de moyens qu'Eram, c'était évident. Plus d'organisation, plus de réserve, plus d'épaisseur humaine. Mais la même époque travaillait tout le monde. Rien n'avait cédé encore. Rien n'était tombé. Seulement partout, on sentait qu'il fallait tenir plus longtemps que prévu. Rarn semblait parfaitement à sa place dans ce décor. Il buvait lentement, sans se presser, comme si le voyage, la chaleur, la chasse et les récits du soir n'avaient rien changé à son aplomb. L'airain, lui, sentait déjà la fatigue le rattraper. Il posa sa chope. « Capitaine », commença-t-il, avant de se reprendre avec un sourire maladroit. « Je veux dire, mon oncle. Je crois que si je m'assieds encore 5 minutes, je vais dormir ici. » Le coin de la bouche de Rarn se releva. « Alors va dormir avant d'en arriver là. Nous parlerons demain. » Mena, qui passait à ce moment-là, les entendit. « Je peux vous montrer votre chambre, si vous le souhaitez. » L'airain se leva aussitôt, un peu trop vite. La bière et l'épuisement lui montèrent ensemble à la tête. Il suivit la jeune femme jusqu'à l'étage, traversant un couloir plus silencieux encore que la salle commune. Quand elle ouvrit enfin la porte, il découvrit une chambre propre, simple, presque luxueuse à ses yeux, après les derniers jours. Un vrai lit, un broc d'eau, une couverture épaisse, un coffre de toilette,
une petite fenêtre protégée par des volets intérieurs. Il remercia Ména, attendit qu'elle reparte, puis s'assit sur le lit. Le matelas céda doucement sous son poids. Il pensa fugitivement à Acton, qui aurait trouvé un mot stupide à dire sur l'auberge, à Nuel qui aurait remarqué avant lui les détails de la pièce, à Éram, au poisson hurlant, à sa mère aussi. Puis il s'allongea, sans même retirer ses bottes, et sentit la fatigue l'emporter presque d'un seul coup. L'airain dormit d'une traite. Quand il ouvrit enfin les yeux, la lumière qui passait par les volets avait déjà changé de couleur. Elle n'avait plus la pâleur du matin. Il était resté étendu quelques instants, surpris par la douceur du lit, par l'absence de douleur immédiate dans ses jambes, par ce silence aussi. Pas le silence total de la forêt, mais celui d'un lieu habité. Il se leva, se passa de l'eau sur le visage, se recoiffa tant bien que mal avec les doigts et descendit. Le capitaine n'était pas là. Agive, derrière son comptoir, leva aussitôt les yeux vers lui, comme s'il l'attendait. « Ah, monsieur Godive, vous tombez bien. Monsieur Duharne m'a demandé de vous transmettre un message. Il sera occupé toute la journée et vous retrouvera ici pour le repas du soir. Il m'a également chargé de vous remettre ceci. » Il posa sur le bois 3 sous d'argent bien alignés. « Il a ajouté que vous pouviez profiter de Gosham à votre guise, poursuivit-il, ce qui, pour un jeune homme, ouvre toutes sortes de possibilités intéressantes si l'on sait où regarder. » Il accompagna sa phrase d'un sourire entendu. L'airain rougit aussitôt. « Je vous remercie, mais je vais surtout marcher un peu, » répondit-il en évitant soigneusement son regard. « Et peut-être manger quelque chose. » Agive eut un rire léger. « Dans ce cas, je peux déjà vous aider pour la seconde partie de votre grand programme. Nous avons du pain d'hier, encore très honorable, un morceau de fromage sec et des figues conservées. Ce n'est pas un festin, mais cela évite de réfléchir le ventre vide. » L'airain accepta volontiers. Il mangea debout au comptoir, en regardant la salle qui s'animait peu à peu. Le confort du roi accueillait visiblement une clientèle plus rangée que les tavernes qu'il connaissait. Pourtant, à mesure que les gens entraient, il retrouvait chez tous la même marque discrète que la veille, cette fatigue dure, cette vigilance incorporée. Même ceux qui souriaient le faisaient avec les épaules encore hautes. Une femme bien vêtue demanda s'il restait des chambres pour des parents qui pourraient arriver du sud si la route restait praticable. Un homme réclama de l'eau fraîche pour sa jument avant même de commander pour lui-même. 2 autres parlaient à voix basse d'un pan de mur qui avait encore cédé près des cultures extérieures. Gosham tenait. Voilà ce que l'airain comprenait de plus en plus nettement. Elle tenait encore bien, mais elle tenait activement. Rien ici ne survivait par facilité. Une fois son repas terminé, il sortit. La lumière du jour lui parut tout de suite plus dure qu'à Éram, à cause de la sécheresse des lieux peut-être, ou des tons plus clairs des murs. Pourtant les rues étroites faisaient leur travail. À certains endroits, l'ombre couvrait presque toute la chaussée. L'airain avança au hasard, content de n'avoir aucun objectif immédiat. Très vite, il se laissa reprendre par cette curiosité qu'il avait toujours eue pour les lieux nouveaux. Il observa les maisons. Elles étaient moins sombres que celles d'Éram. Le bois utilisé n'avait pas la même teinte, et les toits, recouverts d'un chaume terreux ou d'un assemblage plus sec qu'ailleurs, donnaient au village une allure presque poussiéreuse. Beaucoup de bâtiments portèrent des signes d'entretien récents. Ici, un angle de façade entièrement repris. Là, une gouttière doublée d'une rigole taillée à même le sol. Plus loin, des pieux avaient été replantés en travers d'une venelle où la terre s'était affaissée. 2 enfants passèrent près de lui en courant, chacun chargé de brassées de branches sèches, presque trop grandes pour eux. Une femme les héla aussitôt. « Pas là, pas contre le mur, je vous ai déjà dit que ça reprend dessous. » Les enfants obéirent, sans discuter, et changèrent de direction. Un peu plus loin, l'airain tomba sur une petite place triangulaire où quelques marchands tenaient encore boutique. Là aussi, rien n'avait l'abondance tranquille des récits qu'il avait pu entendre enfant. On vendait surtout ce qui se gardait, des galettes,
des légumes racines, des herbes mises à sécher, des sacs de graines. Un homme proposait de petits morceaux de viande fumée à un prix qui fit froncer les sourcils à Lérin, même avec l'argent laissé par le capitaine. Une cliente discutait ferme avec une marchande. « Il est plus petit que la semaine dernière. »« Et la semaine dernière, il était plus gros que celui d'avant, » répondit l'autre. « Vous voulez le fromage ou vous voulez seulement la dispute ? Je veux surtout qu'on arrête de me vendre l'hiver au prix de l'été. Alors, allez demander aux herbes pourquoi elles poussent de trop vite et aux bêtes pourquoi elles crèvent plus tôt. » L'échange se termina là. Ni l'une ni l'autre n'élevait la voix. Elles semblaient trop habituées à ces querelles pour y perdre encore de l'énergie. Lérin marcha encore longtemps ainsi. Plus le temps passait, plus Gosham lui paraissait étrangère et familière à la fois. Il retrouvait les mêmes gestes que partout. Des hommes qui réparent, des femmes qui marchandent, des vieillards qui observent, des enfants qui courent malgré tout. Mais tout semblait déplacé d'un cran, plus sec, plus tendu. Même les rires, quand il en entendait, avaient quelque chose de bref, comme s'il ne voulait pas trop tenter la journée. Au bout d'un moment, la faim le reprit. Il acheta un petit morceau de pain fourré d'un fromage d'Aubrac très salé, puis s'installa à l'ombre d'un mur pour le manger. Ce n'était pas particulièrement raffiné, mais après les jours passés en forêt, cela lui parut presque somptueux. Regardant aux alentours tout en profitant de son repas, il remarqua plusieurs détails sur un bâtiment qu'il avait pensé être une habitation dans un premier temps. La façade était discrète, même un peu délavée. Puis il vit, au-dessus de la porte, une vieille plaque de bois presque effacée par les années. Lérin s'approcha, cette plaque représentait une double couronne. La première était faite de laurier, la seconde de ronces, gloire et sacrifice, les deux symboles d'Écrom. Il n'avait jamais vu un temple ou même un autel dédié au dieu Séraphin. À Éram, personne n'aurait ouvertement revendiqué une telle dévotion. Tous les anciens maîtres étaient regardés avec méfiance ou dégoût, et seul le nom de Man-Ra échappait vraiment à cette haine. Sa mère lui avait bien expliqué autrefois que certains lieux du Rockhart conservaient d'autres fidélités, plus anciennes, plus troubles. Mais cela lui avait toujours semblé lointain. Lérin n'avait jamais rien pensé à propos de tout cela, mais il était curieux. Il avait encore beaucoup de temps à tuer. Il décida donc d'entrer. Comme souvent à Gosham, l'apparence extérieure usée était trompeuse. L'intérieur, lui, était soigneusement entretenu. Il était arrivé dans une pièce au plafond assez haut, qui pouvait contenir une quinzaine de personnes sans qu'on se sente à l'étroit. Des chaises étaient d'ailleurs disposées vers le fond de la pièce, où semblait se tenir un genre d'autel. C'était une simple table de bois sur laquelle étaient disposées quelques feuilles manuscrites et un pot rempli de bagues frappées du sceau d'Écrom, la double couronne. Quelqu'un devait être passé récemment. La pièce était encore éclairée par des bougies à la graisse d'Aubrac. Elles étaient toutes placées à distance respectueuse des murs, sur lesquels étaient étendues de nombreuses tapisseries représentant un combattant au repos ou bien en train de guerroyer. Lérin, qui n'avait jamais vu de représentation du dieu, supposa qu'il s'agissait d'Écrom. Son regard fut de nouveau attiré vers l'autel et le pot de bagues. La pièce était calme. Il lui restait encore beaucoup de temps. Il ne savait pas vraiment pourquoi, mais une envie soudaine et irrépressible lui vint d'explorer l'endroit dans le royaume d'Extar. Depuis son exercice avec la feuille, quelque chose avait changé. Il ne savait pas encore le maîtriser, mais il reconnaissait désormais ce moment où son esprit semblait vouloir passer de l'autre côté. Comme si le monde visible ne suffisait plus tout à fait. Cette fois, cela vint plus vite. Il retrouva presque aussitôt cette impression étrange d'effleurer les choses au-delà de leur apparence, le bois de la chaise, la table, le tissu des tapisseries, le métal des bagues. Tout lui paraissait plus net, non pas sous ses yeux, mais dans cet autre espace que le capitaine avait appelé Extar. Il n'y voyait pas des formes au sens habituel. Il en saisissait plutôt la présence, la cohérence, la manière dont chaque chose persistait dans son état. Encouragé, il alla plus loin. Jusqu'alors, il n'avait exploré cet endroit qu'en coupant presque totalement le reste du monde. Cette fois, il essaya de maintenir le lien les yeux ouverts. L'effort fut violent.
Les sensations se bousculèrent aussitôt. Il percevait la chaise, l'autel, les bagues, les tapisseries, les bougies, tout à la fois. Rien ne brillait, rien ne changeait visiblement. Pourtant, son esprit recevait trop d'informations d'un coup, comme si son crâne s'emplissait d'un bruit muet. Il tenta de reproduire le chemin mental qu'il empruntait lors de ses transes méditatives, mais cela ne suffit pas. Les présences continuaient d'affluer depuis Extar, trop nombreuses, trop proches, impossibles à trier. Il fallait qu'il arrête. Il ferma les yeux. Essoufflé, une perle de sueur sur la tempe, il parvint peu à peu à se ressaisir. « Eh bien, jeune homme, vous semblez être quelqu'un de très prometteur, » dit une voix dans son dos.